à chaque fois. Qui aurait cru que la carte de presse deviendrait un enjeu idéologique et identitaire en France? Peu de personnes parlent de ce sujet, Mathieu Bock-Côté. La carte de presse, elle est devenue, depuis que des associations réclament le droit pour une femme d'y porter son voile, depuis qu'une autre veut la soumettre à l'idéologie trans-radicale, une polémique moins mineure qu'il n'y paraît, selon vous. Pas du tout mineur, en fait, je crois. Pour peu qu'on porte attention à l'évolution idéologique de nos sociétés, on constate qu'il y a de ces revendications qui, quelquefois, semblent contradictoires. Et j'y reviendrai, ce sera le fil rouge de mon intervention. D'un côté, les revendications autour du voile islamique, et de l'autre côté, les revendications trans. Théoriquement, on devrait se dire que ces deux revendications ne sont pas faites pour cohabiter. Or, on voit qu'elles viennent ensemble dans cette charge lancée autour de la question de la carte de presse. Je vais vous citer, alors je précise, c'est d'abord une tribune parue sur Mediapart, reprise avec un long papier sur Mediapart qui trouve son écho dans la presse mainstream. Et là, on est obligé d'en parler ce soir parce que c'est une offensive lancée. Si on décide de ne pas en parler en se disant que c'est mineur, eh bien, on laisse faire et les institutions finiront par tomber. Et si on en parle, on nous dira « Ah, vous parlez d'un sujet secondaire ». Or, ce n'est pas secondaire, c'est une tentative de confiscation symbolique. Alors, je cite le tout début de la tribune parce que ça va nous donner une bonne idée de ce dont il est question. Nous, l'Association des journalistes antiracistes et racisés.e.s et l'Association des journalistes LGBTQIA+, prenons la une, Profession Pigiste La Chance et l'Association des femmes journalistes de sport, dénonçons les discriminations inacceptables que subissent les journalistes voilés et transgenres dans l'obtention de leur carte de presse. Donc là, ces deux revendications sont les deux bouts de la chaîne discriminatoire dans l'idéologie d'extrême gauche. D'un côté, la femme voilée qui paierait le prix de l'islamophobie structurelle de la société française, et de l'autre côté, la trans qui paierait le prix de la transphobie structurelle de la société française. Et l'un s'appuie sur l'autre pour progresser. Parce que le voile seulement, lorsqu'il est revendiqué, tout le monde finit par comprendre que c'est l'islamisme conquérant qui veut imposer ses règles à tous. Et lorsque la question trans s'impose seulement, on peut encore croire, bien que ce soit de moins en moins le cas, qu'il s'agit d'une question périphérique et minoritaire. Les deux mis ensemble s'appuient l'un sur l'autre pour faire un coup de force sur un élément symbolique important. La commission de la carte de presse... la commission d'identité des journalistes, qui avec ce titre important, dit « Nous ne voulons pas ces cartes voilées ou les autres ». Pour quelle raison? On pourrait dire que c'est assez de raisons administratives, mais de bon sens qui est donné par cette commission en disant « L'État a une carte d'identité, exige des règles pour la carte d'identité. Nous nous plions aux règles étatiques pour avoir la carte la plus formelle possible. Dès lors, ça a évolué depuis la loi sur le séparatisme, en disant qui était à l'origine une loi sur l'islamisme. On a décidé de ne pas nommer l'islamisme, on a nommé ça séparatisme, on s'en souvient. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que là, on est dans un réflexe institutionnel de bon sens, où la commission de la carte de presse dit non, désolé, on ne peut pas simplement modifier la carte de presse en fonction de ses caprices les uns les autres. Eh bien, comment ce groupe de ces 6 associations présente-t-elle les choses? L'invocation opportuniste de cette soi-disant règle ne nous trompe pas sur son caractère islamophobe. Donc, c'est une question d'islamophobie. L'islamophobie, en France, se cacherait même dans la carte de presse. On nous dit aussi de la même manière que cette règle, qui exige de se présenter sous son nom officiel, pour les personnes transgenres, vous savez, c'est une situation compliquée. Certaines personnes transgenres changent d'identité et considèrent que leur nom d'hier, je sais pas, je m'appelais Gaétan, je m'appelle désormais Gaétane, eh bien Gaétan, c'est mon dead name. Et mentionner le nom qui était le mien auparavant, c'est une forme de violence atroce qui me serait fait. Eh bien, la carte de presse dit, on voit le nouveau nom que vous avez revendiqué en tant que trans, eh bien, ça va être présenté comme un pseudo. Et là, réaction, encore une fois, on dit c'est pas un pseudo, c'est ma vraie identité qui est présente à travers cela. Et que nous disent les associations? Je cite encore, c'est absolument passionnant. La violence symbolique qu'on impose aux journalistes voilés, obligés de présenter une carte où elles sont dévoilées, est sans borne. Présenter une carte non voilée, c'est une violence sans borne. Les journalistes trans peuvent, quant à elles et eux, j'ajoute et elles, je pense qu'ils écrivent mal, voir leur identité révélée contre leur gré.
J'ajoute, soit dit en passant, que nos amis de ces associations s'appuient sur le défenseur des droits. Ah, évidemment, hein, l'institution financée par l'État pour déconstruire l'État. Je cite, hein, la défenseur des droits demanda en juin 2020 aux organismes de tout type de faciliter ces procédures et permettre ces changements de prénom sans obligation d'uniformité avec l'État civil. Donc, le défenseur des droits se mêle de ça et nous dit finalement va fixer la politique pour l'ensemble de la France, quelles que soient ensuite les règles fixées au nom de la laïcité. Il y a deux éléments à travers ça qu'il faut mentionner. D'un côté, il s'agit de créer un sentiment de victimisation chez les jeunes Françaises musulmanes qui sont invitées à retirer leur voile en disant « Vous êtes victime d'islamophobie structurelle. Vous êtes... » Et c'est une stratégie pour créer une conscience victimaire. On crée une revendication que l'on sait contraire à la règle, que l'on sait contraire à l'État. L'État dit non, tout simplement, et les différents organismes qui respectent la loi disent non, mais désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, vous dites, ah, ben c'est bien la preuve que l'islamophobie est là. Même stratégie qu'à l'Assemblée nationale. Mais c'est la même chose, et rappelez-vous, pour les hijabeuses, c'est la même chose, c'est toujours la même méthode. On sait que c'est contraire, mais on le fait. Mais on le fait d'autant plus qu'on sait que c'est contraire. La France. Exact. Et deuxième plan, sur la question de l'identité de genre, eh bien, on veut forcer l'ensemble de la société à reconnaître, encore une fois, on veut rendre obligatoire, officielle, la fameuse théorie du genre, en faisant en sorte qu'il suffit que quelqu'un se déclare d'une autre identité pour qu'on soit obligé de croire ses dires plutôt que sa vérité anatomique et biologique. Donc, dans un cas, il s'agit de crimes d'une conscience victimaire, islamophobe, sur le signe de l'islamophobie, et de l'autre, de forcer l'ensemble de la société à s'aplatir devant la théorie du genre, telle que portée par ailleurs sur la radio d'État, en France Inter, on le sait. Donc, à travers ça, c'est un double coup de force idéologique sur une question qui peut sembler de détail, mais qui est fondamentale, parce que des forces profondes convergent autour de ça. Et si vous permettez, je pense à Philippe de Villiers qui rappelle souvent que c'est la tenaille identitaire qui est en train de rogner, mais c'est la vraie tenaille identitaire. Ronger l'identité française. Bon, justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les revendications portant sur le voile et celles portant sur la transidentité? Alors, si vous êtes dans la logique de la gauche radicale, pas du tout. Il s'agit simplement de minorités qui conjuguent ensemble leurs revendications en disant « moi, je suis une minorité, toi, tu es une autre minorité, mais il y a devant nous une majorité qu'on doit faire tomber. C'est le système hétéro-patriarcal, phallocentrique blanc. » Eh bien, nous, on est tous d'accord pour faire tomber ça, donc on va se lier, on va faire une forme de coopération des revendications. C'est ce que Mouffe et Laclos, deux théoriciens d'extrême gauche, appelaient ça la chaîne d'équivalence des luttes démocratiques. Mais très pratiquement, c'est plus compliqué. Parce que qu'est-ce qu'on voit un peu partout en Occident aujourd'hui, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a un choc réel autour de la question des revendications trans ou LGBTQI2T+, et des revendications islamistes, eh bien, très rapidement, les revendications des trans ou des minorités sexuelles sont piétinées, pour ne pas dire écrasées, parce que finalement, les islamistes ne font une alliance avec les trans, entre guillemets, que sur le mode temporaire. Hein. Vous allez être nos alliés pour défoncer le système de droit, mais une fois que c'est réglé, on vous met de côté et on s'impose. Je vous donne 3 ou 4 exemples. Au Michigan, une ville dont on a beaucoup parlé depuis 1 an parce qu'elle revient en boucle dans l'actualité. Amtrak. C'est une ville qui, historiquement, est une ville peuplée surtout de Polonais, puis une ville très à l'américaine en ces matières. Et là, il y a un changement de population progressivement. Et parmi ces changements de population, c'est une ville qui s'est beaucoup islamisée. Hein, c'est comme ça. Et il y avait par ailleurs une communauté homosexuelle, LGBTQI2T+, qui, au moment de la crise des migrants, dit « Mais oui, mais il faut faire venir les migrants. On est sous le signe de la diversité. N'hésitez pas. Rejoignez-nous. Nous le souhaitons. » Là, il y a un nouveau conseil municipal il y a quelque temps. Et là, c'est que des hommes musulmans qui sont sur ce conseil. Et le maire, notamment, l'est aussi. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, la ville a décidé de décrocher le drapeau, le fameux drapeau LGBT, en disant « Désolé, sous prétexte qu'on ne veut aucun autre drapeau que celui du pays. » Donc, on décroche le drapeau et on ne se présente plus à la marche des fiertés, comme on dit. La ville décide de s'en détacher. On en pense ce qu'on veut, mais je vous donne l'argument qui est utilisé, il est assez amusant. La personne de la ville, l'ancienne maire de la ville, dit « On a travaillé dur pour développer une communauté accueillante, où l'on se sente en sécurité. Et puis tant de choses se sont effondrées en si peu de temps. On s'est senti trahi. On a soutenu les immigrés pour l'appel à la prière, et maintenant ils menacent nos droits. » Ce à quoi répond, ça c'est l'ancienne maire qui dit ça, ce à quoi répond Tarek, un serveur yéménite dans la ville auquel le Figaro donnait la parole. Je n'ai rien contre les LGBT, mais je ne veux pas qu'ils nous imposent leur drapeau alors que l'on est majoritairement musulmans ici.
Vous comprenez le lien? Nous sommes majoritairement musulmans ici. Cette communauté est désormais marquée sous le signe de l'islam. Et dès lors, ceux qui nous avaient permis d'obtenir ces droits doivent être évacués. À Philadelphie, ce week-end, manifestation pour Philadelphie en Pennsylvanie, manifestation pour les droits des LGBTQIDT+, qui croise une manifestation pro-Palestine. Devinez laquelle des deux manifestations a été laissée de côté et laquelle s'est emparée de l'autre. Eh bien, la manifestation sous le signe du drapeau palestinien a complètement déclassé l'autre manifestation. Au Canada, en Belgique, récemment aux États-Unis, le mouvement des parents contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école était, on l'a constaté, ça crée un grand malaise, était surtout, pas exclusivement, porté par des parents musulmans. Alors là, ça cause problème. Et qu'est-ce qu'on fait devant ça? Rappelez-vous l'accusation de Justin Trudeau dans les circonstances. Il dit, en fait, c'est que les parents musulmans sont manipulés par l'extrême droite américaine. Ben c'est parfait. Hein? On a le joker théorique qui permet de se décharger de nos responsabilités. Alors, à travers... En France, soit dit en passant, rappelez-vous les manifestations contre l'ABCD de l'égalité à l'école, la théorie du genre à l'école, c'était aussi beaucoup de parents musulmans. Alors là, il y a une espèce de bug théorique dans la gauche radicale autour de ça. Et ce que l'on constate très concrètement, c'est que les LGBTQIDT+, sont le ventre mou sur le plan politique de la société libérale, ceux dont on s'empare pour imposer un agenda sous le signe des minorités, mais à la fin, c'est l'islamisme qui gagne. Si j'ai bien compris, d'autres diraient les idiots utiles de ce combat. On pourrait dire ça. Ce que vous racontez, Mathieu Bock-Côté, fait penser aussi au quartier de la Guillotière à Lyon, qui va inaugurer un carrefour piétonnier intégralement aux couleurs LGBT. Est-ce qu'il faut mettre un lien entre les deux histoires? Ah, mais bien sûr, c'est la même logique. C'est pas le quartier le plus sécuritaire, hein, si j'ai bien compris, à tout le moins, et surtout si on est marqué socialement, si on apparaît comme un LGBT, c'est peut-être pas l'endroit où on voudrait se présenter spontanément. Or, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, la ville décide de marquer ce quartier sous le signe de l'idéologie LGBT. Bon, ce qui est intéressant dans les circonstances, c'est qu'on voit que le régime diversitaire, l'idéologie officielle, veut partout marquer son territoire de ses slogans. Surtout dans les endroits où ça semble le plus contre-intuitif, une forme de Molenbeek de Lyon, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On impose dans cet endroit cette idéologie tout en sachant qu'elle sera par ailleurs rejetée. C'est comme si leurs contradictions sont en train de les étouffer. Il faut marquer partout la société, partout des symboles idéologiques qui nous obligent à croire à la fois au multiculturalisme et à la théorie du genre. Jusqu'à un certain délire, je me suis permis de vous apporter une affiche qui vient de chez moi il y a 2 ans environ, mais qui va vous donner une image. Quand je dis que l'idéologie décide de s'infiltrer partout, jusque dans les toilettes, on l'a ici, si je ne me trompe pas. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampons dans les toilettes réservées aux hommes? Ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Non. Donc l'idéologie, elle est partout, partout, partout. Vous allez aux toilettes, on vous explique en toutes circonstances ce qu'est la théorie. Il faut des... Oui, okay. non, mais il y a un lien de tout ça. C'est-à-dire que l'idéologie est partout, partout imposée. Nous sommes obligés d'y croire, même quand on va au petit coin. Et au même moment, le régime capitule devant des islamistes qui, tôt ou tard, balayeront l'ensemble de ses revendications. C'est la cohérence d'un régime qui nous pousse à l'effondrement. Incroyable. En tout cas, quand vous nous dites quelque chose, je me méfie parce qu'après, on le voit arriver très vite ici. Juste avant de terminer, je voulais vous montrer, parce qu'on a commencé avec la carte de presse. Regardez ce qu'il y a sur la carte de presse, en général, la carte de presse française. Regardez, puisqu'on est en train de se dire, il y a du bleu, du blanc et du rouge. Il y a un... Voilà. Et où est le respect de la France sur cette carte de presse? On veut encore une fois écraser toutes les valeurs de la France avec cette tenaille identitaire. Oh, j'en ai trop dit. On marque une pause. Et Dimitri va nous en dire plus sur les commémorations des 80 ans du débarquement. Pourquoi ce sont des commémorations particulièrement politiques?